En aéronautique, les accidents les plus spectaculaires ne sont pas forcément les plus meurtriers. Le 28 avril 1988, un Boeing 737 de la compagnie Aloha s'est retrouvé à 7300 mètres d'altitude dans une situation critique, totalement inattendue et, pour tout dire, unique dans l'histoire de l'aviation. Aloha 243, vous me recevez? Voici l'histoire du vol Aloha 243. Bienvenue sur les plages d'Hawaï, le paradis des surfeurs. Ils viennent du monde entier se mesurer aux vagues géantes et à la plus redoutable d'entre elles, la vague ultime, ici appelée le pipeline. Un tunnel d'eau où la vie ne tient qu'à un fil, celui de son adresse et de son sang-froid. Pourtant, cet après-midi du 28 avril, ce jeu dangereux ne va pas se dérouler dans les rouleaux du Pacifique, mais dans le ciel d'Hawaï. 13h, aéroport d'Hilo. Le vol Aloha 243 à destination d'Honolulu est annoncé au départ. Il est assuré par un Boeing 737 de la compagnie locale Aloha Airlines. Un gros saut de puce pour aller à 35 minutes de là, sur l'île voisine d'Oahu, où se trouve la capitale d'Hawaï, Honolulu. La compagnie dessert les îles principales de l'archipel et ses avions sont soumis à rude épreuve, effectuant chaque jour des vols très courts mais très nombreux. Ainsi, aujourd'hui, l'appareil qui s'apprête à décoller en est déjà à son 9e vol de la journée. Pour les équipages, les vols sont une pure routine. Inlassablement, ils se suivent et se ressemblent. Aloha 243, reçu. Bien reçu. Le commandant Bob Schortheimer est pilote chez Aloha depuis 11 ans. Aujourd'hui, son copilote est une femme, Minnie Tompkins. 9 années d'ancienneté et bientôt, si tout va bien, une promotion comme commandant. Tu as des nouvelles à propos de... Oh. Parmi les hôtesses sur ce vol, Clara Bell Lansing, la plus ancienne de la compagnie. Tout le monde la surnomme Sibi. Bienvenue, monsieur Kinner. Oh, vous voir est toujours un plaisir, Sylvie. J'espère qu'on va avoir du beau temps. Ne vous inquiétez pas, j'ai tout prévu. Parfait. Depuis 37 ans, elle sillonne le ciel de l'archipel d'Hawaï. Laissez-moi vous aider, monsieur. Je vous remercie. Sibi, aujourd'hui, est chef de cabine. Sous ses ordres, Michel Honda, 14 ans de métier, et Gen Sato Tomita, 19 années d'expérience. Bref, ce n'est pas un équipage de débutants, loin s'en faut. Mais si le temps donne de l'expérience aux hommes, pour les machines, c'est quelque peu différent. Disjoncteur. Et ce Boeing 737, lui, a 19 ans. Ensemble des instruments de vol. Et il comptabilise plus de 89 000 vols, presque un record du monde pour un 737. Les passagers, eux, ignorent l'âge de l'appareil et embarquent en toute confiance. Seul, Gail Yamamoto remarque un détail insolite près de la porte avant. Cette fissure est étrange, mais est-il vraiment nécessaire de prévenir l'équipage? Probablement est-il déjà au courant. Tu crois que je devrais le dire? J'en sais rien. Patricia Aubray, elle, vit à Hilo, mais aujourd'hui elle a rendez-vous à Honolulu. Elle s'installe d'abord au premier rang, puis finalement, sans raison particulière, décide d'aller à l'arrière. Et elle choisit un siège libre au 17e rang. « 13h25, le vol 243 est prêt au décollage. Le vieux 737 est bruyant et les vibrations sont importantes, mais l'équipage et les passagers sont habitués. Jusque-là, tout paraît normal. Aloha au départ, ici Aloha 243, en montée à 3000. Sur ce vol, le commandant a décidé d'assurer la radio, et Minnie Tompkins est donc le pilote actif, celui qui tient les commandes et pilote réellement l'avion. Sur les 35 minutes de vol, la majeure partie du temps est consacrée à la montée. Il faut presque 20 minutes pour atteindre les 7300 mètres d'altitude de croisière.
La plupart des passagers sont des habitués et pour eux comme pour l'équipage, le vol n'est vraiment qu'une pure routine. Un exemple, Howard Tikaoka au rang numéro 5. Son métier de représentant de commerce l'oblige à prendre souvent ce vol. Mais depuis belle lurette, la beauté du paysage a cessé de l'éblouir. À cet instant, les passagers sont toujours attachés. La brièveté du vol oblige les hôtesses à servir les rafraîchissements durant la montée. Seul l'équipage peut circuler librement dans l'allée centrale. « 13h45, l'avion atteint son altitude de croisière, 7300 mètres, après 20 minutes de vol. Centre d'Aloha, Aloha 243. Amorçon palier à 240. Dis-moi, où se trouve la station météorologique nationale? Dans l'ancienne tour? Moi, j'irais bien la visiter un de ces jours. Et sinon, ta promotion? C'était quoi ça? Il faut qu'on descende! C'est une décompression explosive! J'ai vu un éclair de lumière brillant et boum! Tout était aspiré à l'extérieur de l'avion. Nous étions dans un vent d'une force terrible. Le souffle était incroyable. Une multitude de choses sont sorties de l'avion. Nos cheveux étaient dressés jusque-là. Tout le monde était assis, sauf les hôtesses. J'ai vu l'hôtesse projetée au sol dans l'allée. Je voyais ses cheveux voler, je voyais du sang, mais je ne voyais que ça d'elle. Au deuxième rang, Jeanne Sato Tomita est sérieusement blessée par des débris. Michelle Honda, elle, est plaquée au sol à la hauteur du rang numéro 15. Je vais contacter la tour de contrôle. Je n'entends pas. Dans les secondes qui suivent l'explosion, la violence du vent et le bruit sont tels que les deux pilotes n'arrivent même pas à s'entendre. Il leur faut quelques instants pour réaliser l'inimaginable. Derrière eux, ils aperçoivent le ciel bleu là où devrait se trouver le plafond de la cabine. Les passagers des 5 premiers rangs sont en plein air, comme dans une voiture décapotable. Seule, leur ceinture de sécurité les retient à la vie. Sans elle, ils seraient instantanément happés par les vents de plus de 800 km/h. Mon voisin pendait à l'extérieur de l'avion. Parce qu'à ce moment-là, il ne restait plus que le sol. Plus de mur ni de plafond. Alors je l'ai attrapé. Mais le vrai danger est ailleurs. À 7000 mètres, le froid et le manque d'oxygène sont rapidement mortels. Imaginez la scène, vous êtes en petite chemise à fleurs, la température est bonne, quelques craquements et tout d'un coup, une explosion. Du vent, plus de 500 km/h, un ouragan qui vous arrive dans la figure, moins 50 degrés, vous cherchez l'oxygène, il n'y en a plus parce que tout est parti, et donc vous tombez ce qu'on appelle en hypoxie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sans oxygène à cette altitude, vous pouvez mourir en moins de 2 minutes. Fort heureusement, les deux pilotes, eux, ont leur masque à oxygène et entament aussitôt une descente d'urgence. Perdant plus de 1200 mètres par minute, l'avion ne cesse d'accélérer, atteignant maintenant sa vitesse maximale. Les contraintes mécaniques sont alors très fortes sur un fuselage très affaibli. À l'avant, le poste de pilotage s'est enfoncé d'1 mètre sous l'axe de l'avion. Les poutres du plancher, les seules à réunir encore l'avant et l'arrière de l'avion, supportent la totalité de l'effort. Le plancher se déformait et l'on pouvait voir l'avion se tordre en son milieu. Au moment de l'explosion, Michelle Honda est à l'arrière de la cabine. Trop loin pour voir si les pilotes sont toujours vivants. Elle tente de prendre contact via le téléphone de bord. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais la ligne est coupée. L'hôtesse se décide alors à remonter l'allée centrale pour tenter de rejoindre le poste de pilotage. Avons-nous un pilote? Je ne sais pas! Est-ce qu'il y a encore un pilote dans l'avion? Je n'en sais rien du tout! Est-ce que quelqu'un sait piloter? Vous savez piloter? Persuadée à tort que les pilotes sont morts, l'hôtesse pose une question qui n'est pas pour rassurer les passagers. Michelle Honda s'approchait de nous, les mains en porte-voix, et criait à l'oreille de chaque passager. Vous savez piloter? Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le pilote a-t-il disparu?
On n'arrivait pas à savoir s'il y avait quelqu'un là-bas. En réalité, les deux pilotes tentent de reprendre la situation en main. Mimi Tompkins essaie pour l'instant d'alerter le centre de contrôle aérien d'Honolulu, alors que le commandant poursuit sa descente d'urgence vers une altitude plus respirable. Le terrain de déroutement le plus proche se situe sur l'île voisine de Maui. Mais l'aéroport de Kaului est encastré au fond d'une vallée entre deux massifs volcaniques qui culminent à 3000 mètres. Pour rejoindre l'axe de la piste de Kaului, le commandant va devoir contourner ces montagnes. Impossible d'y aller en ligne droite. Se pose alors une question angoissante. L'appareil sera-t-il capable de supporter un virage? Et encore plus, la brutalité d'un atterrissage? En cabine passager, la situation est dramatique. Jeanne Sato Tomita, une des trois hôtesses, est blessée. Mais elle est vivante. La main que tient Howard Kitaoka répond à ses sollicitations. Je ne suis pas tout à fait certain qu'elle était consciente, mais j'ai réussi à lui presser la main et elle a répondu en serrant la mienne. Nous nous sommes tenus la main. Ce simple contact à un moment pareil, c'est très très émouvant. Aloha 2, 4, 3 ! Vous me recevez? La copilote essaie en vain de contacter le contrôle aérien d'Honolulu, mais elle n'obtient aucune réponse. Elle décide alors de passer directement sur la fréquence de la tour de Maui. Tour de Maui, Aloha 2, 4, 3 ! C'est vrai. Tour de Maui, Aloha 2, 4, 3 ! Appareil à plan répété. Tour de Maui, Aloha 2, 4, 3 ! À 13h48, 3 minutes après l'explosion, l'équipage établit un premier contact radio avec le sol. Décompression explosive, déclarons l'état d'urgence. Aloha 243, donnez votre position. Descendons sous les 11 000. Demandons autorisation d'atterrir sur Maui. Demandons service de secours. Caserne de l'aéroport. Nous avons un 737 d'Aloha à 5 minutes d'ici. À environ 20 nautiques. Autorisé sur la piste 02. Un problème de décompression. Le pilote déclare l'état d'urgence. Merci, Tour de Maui. Appel général, appel général. Votre attention, nous avons un vol entrant en détresse. Un Boeing 737. À 5 minutes, à 20 nautiques. Piste 02. En ce moment, il a des problèmes de décompression. Piste 02, piste 02. Aloha 243. Ok, les équipes sont sur le terrain. Elles sont en route. À 3000 mètres d'altitude, le commandant ralentit l'avion et amorce avec la plus grande douceur un virage pour prendre la direction de Maui. Pour la première fois depuis l'explosion, les passagers comprennent qu'il y a toujours un pilote à bord de l'avion. J'ai reçu une formation de pilote. Nous étions assis au niveau des ailes. L'avion ne plongeait pas, il ne tournait pas sur lui-même. J'étais au niveau des ailes. À ce moment-là, je me suis dit qu'on avait une chance. Au sol, tous les secours sont en alerte rouge. Il reste aux pompiers de ce petit aéroport quelques minutes pour se préparer à secourir l'avion et peut-être se préparer au pire. Au sommet de la tour, le contrôleur a toujours beaucoup de difficultés à entendre les messages radio de l'avion. Nouvelle vérification, vous avez été coupé. Votre identifiant est le 243. Est-ce exact ou est-ce... Le 244. Aloha 243. Aloha 243. Aloha 243. Procédez direct sur piste 02. Je vous informe en cas de changement de vent. L'appareil vole maintenant à une altitude respirable où le masque à oxygène n'est plus obligatoire. Nous sommes 4 minutes après l'explosion. Le commandant réduit sa vitesse à 350 km/h. Du coup, le bruit du vent est moins fort et les deux pilotes peuvent à nouveau se parler. Tu veux que je demande quelque chose d'autre? Non! Aloha 243. On dirait qu'on a perdu une porte. Il y a un trou sur le côté gauche de l'appareil. La tour n'entend pas ce message. Les transmissions sont très mauvaises et le contrôleur perd carrément le contact radio.
Aloha 243, vous me recevez? Brutalement, le taux d'adrénaline grimpe. Aloha 243. Les secondes de silence s'écoulent. Un instant, le contrôleur croit au pire. Si vous êtes toujours là, veuillez vous identifier. Affirmatif. Aloha 243 reçu. J'ai reçu votre identification. Autorisation d'atterrir, vent 040 à 29. Les communications rétablies, les pilotes se sentent un peu moins seuls. Mais ils ignorent toujours ce qui est réellement arrivé. Pilotage, vous m'entendez? Pas de réponse. Les lignes sont coupées et les pilotes n'ont aucune information sur la situation en cabine. Alors l'état psychologique des pilotes, c'est quoi? Ils ont fait leur descente d'urgence prévue en cas de dépressurisation rapide. Ils ont stabilisé l'avion, ils s'aperçoivent qu'il est encore pilotable. Ils ne peuvent pas se parler ou très difficilement parce qu'il y a trop de bruit. Ils n'ont pas de contact avec l'arrière, ils ne savent absolument pas ce qui se passe. Ils ne connaissent pas l'état des dégâts, donc ils ne peuvent pas se référer à une procédure connue. Dis-lui qu'il prépare une évacuation. D'accord. Tour de Maui, Aloha 243. Vous me recevez sur la fréquence de la tour? Aloha 243, je vous reçois 5 sur 5, à vous. Nous allons avoir besoin d'aide. Nous n'avons pas de contact avec les hôtesses. À l'atterrissage, nous allons avoir besoin d'aide pour évacuer les passagers. Ok, vous allez avoir besoin d'ambulance? Affirmatif. Pour les passagers, la situation est pour le moins très inconfortable. L'avion ne cessait de vibrer et de remuer. Les porte-bagages tombaient, des câbles électriques fouettaient l'air autour de nous et un vrai chaos. On aurait dit que l'avion se fendait en deux. Bref, équipage et passagers ne sont pas tirés d'affaire. D'autant que la situation s'aggrave. On dirait qu'il bascule en mécanique. Quoi? J'ai l'impression que les commandes sont passées en mécanique. L'avion est en train de perdre ses circuits hydrauliques et devient de plus en plus difficile à piloter. Il est urgent d'atterrir avant que l'appareil ne se brise en plein vol. On peut maintenir l'altitude ou pas? On pense à tellement de choses. J'ai pensé par exemple, ne plongez pas cet appareil dans l'eau. Il y avait des gens blessés, inconscients. Je ne voulais pas avoir à me dire, je vais essayer de sauver cet homme en premier plutôt que celui-là. Ne plongez pas dans l'eau. Aucune séance de simulateur n'a entraîné les pilotes à réagir à une situation aussi invraisemblable. Essayons de voler avec le train sorti. D'accord, je le sors. Nouveau problème, une des 3 lampes vertes indiquant la sortie et le verrouillage des trains d'atterrissage reste éteinte. En théorie, le train avant n'est donc pas descendu. Ne pas avoir de train d'atterrissage avant est la dernière chose que le commandant souhaite, surtout à bord d'un avion dans cet état. Parce qu'au moment de l'impact sur la piste, l'appareil se disloquerait, ainsi que les réservoirs de kérosène, ce qui pourrait provoquer un terrible incendie et une explosion. La copilote fait une seconde tentative de sortie du train. Mais la 3e lampe verte reste désespérément éteinte. Et pour tout arranger, les échanges radio avec la tour demeurent très difficiles. Aloha 243. Pour vérification, vous avez besoin de tous les secours, c'est exact? Ils comprennent rien. Affirmatif. Vous pensez avoir combien de blessés? Aucune idée. Nous n'arrivons pas à entrer en contact avec les hôtesses. Ok, nous vous envoyons tous les secours. Il y a de très grandes chances pour que nous n'ayons pas de train avant. Le commandant doit maintenant prendre une décision cruciale. Doit-il survoler la tour et faire un tour de piste pour vérifier que son train avant est sorti, ou se poser directement? Là, dans cette situation-là, dans le doute que vous avez sur l'intégrité de l'avion, savoir combien de temps il va tenir, vous avez une décision à prendre qui est vraiment pas facile. Est-ce que je dois quand même faire ce tour de piste et perdre encore 5 ou 10 minutes qui peuvent être fatales? Ou est-ce que j'y vais direct et auquel cas je gagne du temps et je prends le risque de poser sur le nez? Choix du commandant de bord. Et finalement, le commandant prend sa décision, celle d'un atterrissage immédiat. Dis-lui qu'on a des gros problèmes, mais qu'on va atterrir de toute façon, même sans train avant. Mais ils doivent être conscients que rien n'indique que notre train avant soit sorti.
Aloha 4-3, vent actuellement à 0,50. Les équipes de secours sont en place. Ok. Sachez que nous n'avons pas de train avant. Nous allons atterrir sans notre train avant. Ok, si vous avez encore besoin d'aide, dites-le nous. Nous avons besoin du plus d'aide possible. Dernière difficulté, le vent. La côte nord de l'île de Maui est directement exposée aux alizés. Et ceux-ci parfois peuvent être très violents. Parfois, l'atterrissage, ce couloir d'approche est balayé par les vents à cause des montagnes qui l'entourent. C'est donc une approche très agitée. Mais nous n'avions pas le choix. Position d'urgence. Pensez-vous? Alors les turbulences, ça a quoi comme conséquence? Le contrôle du pilotage. Apparemment, ça a l'air de tenir. Ça craque de partout, mais ça a l'air de tenir. Les conséquences sur la structure elle-même. Imaginez, vous avez une partie du fuselage qui n'existe plus et qui participe à la résistance de l'avion. Et bien, tout simplement, une grosse turbulence peut provoquer la rupture totale de ce qui reste, c'est-à-dire séparation entre le cockpit et l'avion, c'est-à-dire tout le monde est mort. L'aéroport est maintenant en vue. Le commandant commence à préparer l'avion pour l'atterrissage. Première action, réduire la vitesse. Essayons les volets à 15. Sur un avion, les volets sont des panneaux coulissants situés à l'arrière des ailes. Au décollage et à l'atterrissage, ils permettent, en augmentant la portance, de voler à basse vitesse. Il est plus facile à contrôler voler rentrée? Ouais. Réduis-les à 5, vas-y. Tu peux me donner une vitesse limite pour un atterrissage avec volet à 5? Chaque atterrissage est différent. Pour le préparer, les pilotes tiennent compte de la vitesse et de la direction du vent, du poids de l'avion, passagers et carburant compris, et de la longueur de la piste. Tu veux sortir les volets juste au moment de l'atterrissage? Quoi? Tu veux sortir les volets juste au moment de l'atterrissage? Oui. Mais juste après l'impact. Ok. Vitesse de référence. La vitesse d'atterrissage se calcule précisément, au nœud près. Et même dans une situation aussi critique, les pilotes doivent trouver la bonne vitesse. Sortir tous les volets aidera au freinage une fois au sol. En revanche, en vol, la manœuvre est trop dangereuse. Elle pourrait faire céder la voilure et le fuselage. Les pilotes n'avaient pas été formés pour gérer une telle situation. Avec leur avion sans toit, ils devenaient des pilotes d'essai. Les effets aérodynamiques de leur appareil étaient radicalement différents de ceux auxquels ils étaient habitués. Ils devaient improviser. Aloha 243, vent actuel 0,5. 0 à 20 nœuds. Vitesse de référence 140 plus 30 pour volet de 1 Et de 1 à 20. Vitesse référence est 152. Combien tu as dit? Trouvant l'énergie nécessaire pour se concentrer, la copilote détermine la vitesse d'atterrissage. 152 nœuds de vitesse, cela représente 282 km/h. Une vitesse compatible avec la longueur de la piste 02 de l'aéroport de Kaului. Mais en ralentissant, le commandant s'aperçoit que l'avion devient difficile à manœuvrer. Il n'a guère le choix, il accélère à nouveau et décide de se poser à une vitesse supérieure. Chacun de ses gestes comporte un risque. Il doit juste choisir le risque minimum. Notre vitesse d'approche me semblait très élevée. On arrivait très vite. Je ne sais pas. Ne me demandez pas quelle était notre vitesse, je n'en sais rien. Mais comparé à d'autres atterrissages, nous arrivions très vite. Au sol, les équipes de secours sont prêtes. Elles s'attendent au pire. L'avion arrive à grande vitesse et peut être sans train avant. Si c'est le cas, le crash est quasiment inévitable. Nous avons un doute sur le verrouillage du train avant. Que fait le pilote? Il le pose sur le train arrière, il maintient la roulette avant le plus longtemps possible en l'air, il laisse retomber doucement, et là, qu'est-ce qui peut se passer? Le train rentre à nouveau, ou se détache, et le fuselage râpe le tarmac. Ça fait des étincelles de partout, mais c'est maîtrisable. Sauf que dans cette situation-là, nous avons un avion extrêmement fragilisé. Il reste un petit bout de métal sur la cabine avant. Elle peut casser. Et si ça casse, le cockpit part d'un côté, plus de commande de vol, le fuselage de l'autre, qui peut prendre feu. La situation peut devenir extrêmement dramatique. Le cauchemar dure maintenant depuis 12 longues minutes.
La plupart des passagers sont persuadés qu'ils n'en réchapperont pas. Je pensais que l'avion allait plonger dans la mer et que les requins allaient me manger, et puis nous avons vu la montagne. Je ne croyais pas qu'on allait pouvoir passer par-dessus, j'étais persuadée qu'on allait s'écraser sur cette montagne. Et lorsque l'aéroport a été en vue, j'ai cru que j'allais mourir carbonisée, parce que l'avion allait exploser en touchant la piste. Mais au dernier moment, une des principales menaces s'estompe. Le train est sorti! Avertis la tour de contrôle, le train est sorti! Ok, merci. Aloha 243, pour votre information, le train semble sorti. Le train semble sorti. Tu veux les voler à 40? Ça t'aiderait? Non, quand on sera au sol. L'équipage continue à improviser une procédure qui n'existe pas et prend à chaque seconde des décisions vitales. L'avion est en finale et le sol lentement se rapproche. Tout le monde à bord a conscience que l'atterrissage dans quelques secondes sera l'instant de vérité. Une femme était assise à côté de moi et son mari de l'autre côté au rang suivant. Elle était à côté de moi. Ils tendaient les mains l'un vers l'autre et essayaient de toucher leurs doigts pour se dire adieu. C'était très émouvant pour moi. À cet instant-là, j'ai réalisé que j'allais vraiment mourir parce qu'ils se disaient au revoir. Une pensée m'a apaisé. Ma femme et mes enfants savaient ce que je ressentais pour eux. Cela a été d'un grand réconfort. Je n'avais pas besoin d'ajouter quelque chose. Je vous aime ou je m'inquiète pour vous, parce que j'avais le sentiment de le leur avoir déjà dit. La tour a confirmé la descente du train, mais rien n'indique qu'il soit correctement verrouillé. En touchant le sol, le train avant peut très bien s'affaisser. 50 tonnes lancées à 172 nœuds, 320 km/h, la suite est facile à imaginer. J'inverse la poussée? Ok. Inverseur de poussée enclenché. Aloha 243. Arrêtez-vous où vous êtes. Ok. Tout va bien, le train avant a tenu. Les pompiers sont en route. Ok, vas-y, coupe tout. Je coupe tout? Tu peux, oui. Sur ces images filmées quelques minutes après l'arrêt de l'appareil, les dégâts réels de l'avion sont bien visibles. Les passagers valides sont aussitôt évacués par le toboggan arrière, alors que les secours montent à bord pour s'occuper des blessés. Reste qu'il paraît incroyable qu'un avion dans un tel état ait pu continuer à voler durant 13 minutes. L'équipage est accueilli en héros par les passagers. Tous ont conscience de revenir de très loin. Oh, j'ai simplement dit oui, chérie. C'est tout. Le pilote a fait un travail fantastique. Et les hôtesses ne sont pas oubliées. Je pleurais. Et bien sûr, tout le monde était traumatisé à la vue de l'avion, des gens en sang. Je n'arrêtais pas de me pincer en disant « je suis là ». Je n'arrive pas à croire que je suis encore vivante. Patricia n'est même pas blessée. Elle remercie son intuition qui, au dernier moment, l'a poussée à s'installer à l'arrière de l'avion. Quelque chose me disait de ne pas m'asseoir ici, parce que je n'avais pas vraiment de raison de bouger en fait. Mon ange gardien m'a tapé sur l'épaule et il m'a dit de changer de place. Mais la joie et le soulagement sont de courte durée. Rapidement, les secours s'aperçoivent que le compte n'est pas juste.
Il manque une personne à l'appel. C'est Sybil Lansing, l'hôtesse vétérante de la compagnie. Debout dans l'allée centrale au moment de l'accident, elle a été littéralement aspirée. Les recherches en mer ne donneront aucun résultat. Sybil Lansing a disparu, volatilisée dans les airs. Au total, 7 personnes sont grièvement blessées. Mais toutes doivent leur survie à leur ceinture de sécurité. Grâce à elles, clouées dans leur fauteuil, elles ont pu résister à des vents dignes d'un véritable ouragan. Il y a eu juste un pouf, une détonation, et tout s'est déchiré. Et personnellement, j'ai cru que c'en était fini pour nous tous. Nous avions tous nos ceintures attachées. Sans ça, c'est évident, nous aurions eu plus de morts. Mais ce n'est pas tout. À l'instant le plus critique, les célèbres alizés de Maui se sont calmés. J'étais stupéfié de voir que le fuselage avait sauté à l'avant. Le plus curieux dans l'histoire, c'est que pendant l'approche de l'avion, il n'y avait pas de vent. Vous savez, je crois que s'il y avait eu du vent, cet avion ne s'en serait pas sorti. Il se serait cassé en deux morceaux. C'est un miracle, un vrai miracle. Cette performance est l'une des plus remarquables de toute l'histoire du pilotage. Aucun avion n'a jamais atterri avec autant de dégâts à son bord. La seule chose qui retenait le cockpit au reste du fuselage étaient les poutrelles du plancher. Au fond, il ne tenait qu'à un fil. Comment et pourquoi ce fil a-t-il tenu? C'est une des premières questions que se posent les enquêteurs en voyant l'épave de l'avion. En fait, tout s'est joué sur l'endroit précis où le fuselage s'est rompu. Le fait que les dégâts aient eu lieu sur le dessus de l'avion a sauvé leur vie. Le nez de l'appareil ployé vers le sol et ses membrures ici, sous tension, ont continué à le maintenir, à le garder droit. Alors même au bord de la rupture, la structure était encore assez solide pour résister. Si ces dégâts s'étaient produits vers le bas et que le nez de l'appareil avait penché dans cette direction, cette structure aurait été compressée, se serait déformée et le nez se serait certainement détaché. Heureusement, les dégâts ont eu lieu sur le dessus de l'avion. Reste à comprendre comment un avion de ligne peut-il perdre une partie de son fuselage en plein vol. C'est le travail du Bureau américain de la sécurité des transports, le NTSB. Les enquêteurs se plongent d'abord dans le carnet de vol de l'avion, un registre où toute l'histoire de l'appareil est consignée. Et d'emblée, leurs soupçons se portent sur l'appareil lui-même. Évidemment, la principale pièce à conviction, le morceau de fuselage arraché, est au fond de l'océan Pacifique. Mais les indices sont nombreux et devraient permettre d'élucider rapidement cet accident particulièrement spectaculaire. Cet avion appartient à la famille des 737, vendu à plus de 5000 exemplaires depuis sa création en 1967. Dans le monde aujourd'hui, un Boeing 737 décolle toutes les 5 secondes. C'est donc un avion très fiable. Sauf que celui d'Aloha était aussi très vieux. Cette machine était la 152e fabriquée par Boeing et mise en service en 1969. Mais surtout, l'avion avait réalisé 89 000 cycles, alors qu'il avait été construit pour en faire seulement 75 000. Un cycle pour un avion, c'est quoi? C'est un décollage, une montée, une croisière, une descente, un atterrissage. Lorsqu'on monte, on pressurise l'avion. Pourquoi? Parce que le passager ne peut pas respirer à 10 000 mètres. On lui restitue avec de la pression une altitude d'à peu près 2000 mètres. Ça veut dire que cette pression, elle fait travailler le fuselage en pression, il a tendance à s'écarter, et puis on dépressurise à l'atterrissage, il a tendance à se réduire. Ça fatigue énormément, et c'est probablement une des causes de cet accident. Pour la sécurité des milliers de Boeing 737 en service dans le monde, il est donc impératif de découvrir la véritable cause de l'accident. À Washington, Jim Wilday travaille pour le NTSB. C'est un expert en métallurgie, une compétence particulièrement précieuse dans cette enquête. Mon patron m'a téléphoné à 2 heures du matin environ, au milieu de la nuit, pour m'annoncer l'accident d'Hawaï. Il mettait l'équipe en place. J'ai sauté dans un avion à destination d'Hawaï. Son premier travail consiste à prélever des morceaux de fuselage et à les ramener au laboratoire. Un examen rapide met en lumière des criques, des micro-fissures généralement invisibles à l'œil nu. Elles sont nombreuses, notamment tout autour des rivets. Le fuselage d'un avion est constitué d'un assemblage de panneaux métalliques. À la jonction entre 2 panneaux, les 2 pièces se superposent et sont maintenues à la fois avec des rivets, mais aussi avec une colle très puissante, de l'époxy. Sur le 737 d'Aloha,
une observation à l'œil nu des zones de jonction est révélatrice de l'état de l'avion. Vous voyez cette matière sombre? C'est l'époxy qui a servi à coller les deux couches de l'assemblage à recouvrement. Cette matière blanche est une trace de corrosion du fuselage aluminium de l'avion. La contrainte exercée sur le fuselage tend à séparer les couches les unes des autres. L'intention première était que la contrainte s'exerce sur le collage, pas sur les rivets. Évidemment, lorsque cet assemblage a commencé à se décoller, la pression s'est exercée sur les rivets, en particulier sur cette rangée supérieure. Nous pensons que les criques de fatigue se trouvaient sur cette rangée et qu'elles ont finalement causé l'ouverture du toit du 737 d'Aloha. Ce problème était connu de Boeing. Il s'était déjà manifesté sur d'autres 737 parmi les premiers construits. Les ingénieurs avaient découvert que la colle époxy, pour être réellement résistante dans la durée, devait être appliquée à une température précise. Et dans un bulletin de service, publié 15 ans plus tôt, Boeing avait clairement prévenu ses clients de ce risque sur les plus anciens modèles de 737. Un risque d'autant plus grand dans les îles, où l'air chargé d'humidité et de sel favorise la corrosion. Aloha était donc au courant. Seulement, dans cette petite compagnie, les contrôles techniques ne sont pas aussi fréquents que prévu et se déroulent souvent de nuit. Et le fait est que les techniciens de maintenance n'avaient jamais détecté les criques sur le fuselage, le signe annonciateur de l'accident. Personne ne remédie à ces fissures et cet avion devient une bombe à retardement. Mais ce n'est pas tout. Les notes de service de Boeing et ce que l'on appelle les directives de navigabilité, éditées par l'administration américaine, sont souvent difficiles à comprendre. Les directives de navigabilité sont très complexes et ressemblent à des documents juridiques. Aloha avait besoin de quelqu'un capable de les lire et de les interpréter en anglais courant pour les mécaniciens, ceux qui manient les outils. Cela n'est jamais arrivé. L'avion était donc exploité de manière intensive et les mécaniciens ne comprenaient pas toutes les consignes qu'ils lisaient. Pour le NTSB, aucun doute, Aloha est responsable. Maintenant que les causes de l'accident sont établies, reste à en déterminer le contexte et le déroulement. Dans l'avion qui me ramenait de Hawaï à Los Angeles, j'ai reçu un message qui disait qu'on avait besoin d'interviewer cette passagère. Apparemment, elle avait remarqué une fissure en embarquant à bord de cet avion. Vous avez remarqué quelque chose en montant dans l'avion et vous en avez parlé à votre amie... Cynthia Johnson. Oui, c'est ça, Cynthia. Racontez-moi, qu'avez-vous vu? En fait, j'ai remarqué, à droite de la porte, à l'endroit où la peinture est blanche, qu'il y avait comme une sorte de fissure. Pas vraiment un trou, mais le métal au-dessus s'était détaché de celui du dessous. Je voulais en avertir les hôtesses, mais elles étaient occupées, nous devions nous asseoir. Bien sûr. Et vous vous êtes dit, ils savent ce qu'ils font, c'est leur avion. Je ne voulais pas déranger pour rien. Oh, je comprends, c'est tout à fait normal. Le témoin a vu des criques sur cette zone, et nous en avons repéré aussi à cet endroit. Voici donc la ligne où les criques de fatigue se rejoignent. Un morceau s'est replié, détaché vers le bas, et l'autre morceau est allé vers le haut et s'est détaché sur le côté droit. Demeure tout de même un mystère. Boeing a conçu le fuselage de l'avion précisément pour éviter ce type d'accident. Des renforts anti-déchirure sont placés sur l'ensemble du fuselage toutes les 25 cm. En théorie, si le fuselage se fissure, la déchirure ne pourra donc pas contaminer plus d'un panneau. Ces renforts sont de véritables soupapes de sécurité. Le rôle de ces bandes par déchirure est de circonscrire toute fissure ou déchirure du fuselage dans un espace de 25 cm de côté. Si vous la laissez s'étendre au-delà de ce périmètre, cela peut contaminer une surface plus importante et provoquer une explosion. Le périmètre de 25 cm de côté favorise une décompression contrôlée et limite les dégâts à une zone très restreinte. Alors pourquoi dans ce cas les renforts anti-déchirure n'ont-ils pas joué leur rôle? Les enquêteurs pensent en fait que les fissures étaient trop nombreuses sur cet avion et qu'elles se sont finalement toutes rejointes. L'avion d'Aloha était un cas unique pour deux raisons. Il effectuait des vols très courts, les cycles de pressurisation étaient donc très nombreux. Les zones de rivets subissaient l'alternance de stress et de relâche. Deuxièmement, à cause de l'époxy qui se décollait, tout ce stress agissait directement sur les rivets.
ce qui a conduit à la jonction entre les fissures et à la destruction du toit de l'avion. Officiellement, les circonstances de l'accident du vol 243 sont donc à peu près établies. Et pourtant, pour certains, le doute demeure sur l'enchaînement des faits. Il pourrait exister une autre vérité que la vérité officielle. Matt Austin est ingénieur et habite Honolulu. Rapidement, il s'est passionné pour l'histoire du vol 243. Je voyageais régulièrement sur les lignes d'Aloha et j'ai pris cet avion environ une semaine avant qu'il ne perde son toit. On sentait que quelque chose ne tournait pas rond sur cet appareil. C'est comme au volant d'une vieille voiture lorsque vous heurtez une bosse. Vous entendez des bruits de ferraille qui ne se produiraient pas sur une voiture neuve. Lorsque cet avion a atterri, il y a eu des bruits et des cliquetis que l'on n'aurait pas entendus sur un avion neuf. Matt Austin entame alors sa propre enquête, accumulant plus de 4000 photos et de documents divers. Je suis expert en dynamique de l'explosion, en explosion de caissons hyperbares. J'analyse les causes d'explosion, la façon dont les fissures évoluent, leur formation. Dans l'enquête sur l'accident d'Aloha, l'industrie aéronautique s'est focalisée sur une défaillance structurelle de l'avion, tandis que j'ai analysé cet accident du point de vue de la défaillance d'un caisson pressurisé. Et dans l'esprit de Matt Austin, une question revient sans cesse. Pourquoi l'hôtesse Sibi a-t-elle été aspirée hors de l'avion à la différence de sa collègue, Jeanne Sato Tomita, située pourtant elle aussi à l'avant de l'appareil? Jeanne se trouvait au 2e rang, Sibi au 5e. L'enquête officielle explique simplement que le toit s'est arraché à partir du 3e rang. Mais les témoignages des passagers sont troublants. Ils ont vu l'hôtesse Sibi être aspirée non pas à la verticale, mais vers la partie gauche de l'avion. J'étais sur l'allée, à droite. J'ai levé les yeux de mon magazine et j'ai vu une paire de jambes s'envoler vers la gauche, juste derrière les premières classes. De là où j'étais, je dirais sur un angle de 20 degrés, avec la verticale. Vous voyez? D'autres éléments relevant de la police scientifique posent également question. Et si l'accident s'était déroulé en 2 temps? Michael Sweet est un ancien policier devenu un expert reconnu en analyse de traces de sang. Il examine les photos officielles du fuselage du 737 d'Aloha. Voici une photo agrandie du côté gauche de l'avion. L'avant se situerait ici. Il y a ce que nous supposons être une tache de sang à droite du hublot, juste ici. Cette tache de sang pourrait-elle provenir de la tête de l'hôtesse, qui aurait percuté l'extérieur du fuselage? C'est en tout cas l'avis de cet expert. La présence de taches de sang sur le côté de l'avion me fait penser que le corps à l'origine de ce sang a été momentanément coincé lors de l'impact avec le côté de l'avion. Dans le cas où l'hôtesse aurait été éjectée par ce trou béant, je m'attendrais à ce qu'elle disparaisse quasi instantanément, sans laisser de taches de sang sur le côté de l'avion. Dans cette hypothèse, la malheureuse Sibi aurait donc été coincée au moins un instant contre le fuselage et non pas aspirée instantanément. En fait, Matt Austin pense qu'une première fissure a généré un trou de 10 ou 20 cm dans le fuselage, juste à côté de l'endroit où se trouvait l'hôtesse. Aspiré par ce trou, le corps de l'hôtesse aurait brutalement obstrué la déchirure. Tout l'air tentait de s'échapper sans trouver de sortie. Il a donc accumulé une gigantesque pression qui a fait sauter le toit et l'a arraché de l'avion. Techniquement, cela s'appelle un coup de marteau hydraulique. L'air est un fluide, comme l'eau, et se comporte de la même manière. Démonstration dans une baignoire. L'eau s'échappe par le tuyau d'écoulement. Lorsque nous rapprochons la bonde de ce trou, elle se plaque immédiatement contre lui en produisant une force. C'est un exemple simple de coup de marteau hydraulique. Pour Matt Austin, l'accident s'est donc vraiment déroulé en 2 temps. C'est vraiment dramatique, mais si nous ne regardons pas les preuves médico-légales, nous ne comprendrons pas précisément les causes de cette décompression explosive et nous ne pourrons pas prévenir d'autres accidents. Le Bureau américain de la sécurité des transports reconnaît la viabilité de cette théorie du coup de marteau hydraulique, mais maintient son analyse. Pour lui,
l'accident est dû à la rupture simultanée de plusieurs zones du fuselage. Les enquêtes du NTSB ne sont jamais complètement classées. Nous prenons aussi en compte toute nouvelle information. Je crois que dans l'affaire de l'accident d'Aloha, nous n'avons pas changé d'avis sur la cause probable. Nous restons sur celle invoquée en 1988. Aujourd'hui encore, le doute subsiste sur l'enchaînement réel des faits dans cet accident. Et nous ne connaîtrons sans doute jamais la totale vérité. Une chose est sûre, la responsabilité de la direction de la compagnie Aloha est directement engagée. Par ailleurs, le NTSB a exigé de l'État américain un renforcement de la surveillance des services de maintenance des compagnies. Bref, le vol Aloha 243 a permis à sa manière d'améliorer encore un peu plus la sécurité aérienne. Dans les mois qui ont suivi, le Congrès américain a même voté une loi sur l'amélioration de la sécurité dans le transport aérien. Cet accident a eu des répercussions profondes sur l'industrie aéronautique. Notre regard sur les vieux avions a changé. Nous avons modifié notre gestion du vieillissement des appareils, la façon dont nous les inspectons et bien sûr le mode de fabrication des avions. Cet accident a été vraiment décisif dans l'histoire de l'aviation. En général, on n'attend pas qu'il y ait un accident pour réagir. Évidemment, il y a des incidents qui aboutissent à un accident quelquefois. Ces incidents sont répertoriés, sont mis dans des bases de données, sont analysés et le constructeur fait des recommandations à chaque fois à des compagnies et des exploitants. Le problème, c'est qu'il faut aller vérifier, c'est aux États de le faire, de vérifier que ces exploitants appliquent bien ces procédures. En général, les recommandations sont faites. C'est l'application qui est souvent très tardive. Là, la responsabilité des États et des aviations civiles est déterminante. Il faut un gendarme pour voir si c'est bien appliqué. Quant aux rescapés du vol 243, évidemment, ils n'ont rien oublié de ces 13 minutes de terreur. J'ai mis du temps à m'en remettre. J'avais peur de voler. Et le vieux dicton qui affirme « si vous tombez d'un cheval remonté » est très juste. Mais c'est bien plus difficile à faire qu'à dire. Patricia Aubray a dû apprendre à vivre avec ce souvenir. Pour l'exorciser, elle a repris les airs et est revenue sur les lieux mêmes de l'accident. Je volais avec mon psychothérapeute. J'ai suivi ce qu'on appelle une désensibilisation, où l'on se confronte à sa propre peur. À force de le faire, on finit par ne plus avoir de réaction négative. Avant cet accident, lorsqu'il m'arrivait quelque chose de mal, je pensais « je hais la vie ». Mais aujourd'hui, je ne déteste plus la vie. Je peux la gérer, peu importe ce qui m'arrive, je sais en profiter. Je préfère de loin être vivante. Quant au corps de l'hôtesse Sybil Hensing, la mère ne l'a jamais restitué. Un monument discret célèbre sa mémoire à l'aéroport d'Honolulu, mais tous ceux qui l'ont connue pensent à elle à chaque fois qu'ils contemplent le ciel bleu azur où Sybil Hensing s'est envolée pour ne jamais revenir.